Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 11 novembre 2018, mais il est fort probable que cette vidéo soit terminée lundi 12 novembre, puisque on va parler de quoi? Vous le voyez ici, j'ai lancé VMware, on a mis VMware, et donc ici on a mis une image ISO de la dernière version 64 bits de VMware, de Gen 2, et comme vous voyez ici, on va installer Gen 2 GNOME. Oui, mais Gen 2 plus GNOME, c'est déjà difficile. Mais on va corser un peu plus les trucs, puisque forcément on va utiliser de l'UEFI, histoire de rendre les choses un peu plus sympathiques. Voilà. Donc on boot ici le live CD. Et pour corser encore plus les trucs, donc Gen 2, UEFI, GNOME, et forcément, qui dit GNOME, dit systemd. Et oui, non mais on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va tenter un truc complètement improbable et on ne sait même pas si ça va marcher. Donc ici j'ai mis 4 Go de RAM. Donc vous voyez déjà ma machine elle manque de RAM parce que j'ai ici Chromium qui est lancé en plus. Voilà. 4 processeurs. Un disque de 28 Go. Ça va le faire largement. Et donc ici voilà Advanced UEFI. Donc déjà, IP A, on a une IP, donc on va mettre un mot de passe à route, et on démarre SSH. Et là on prend un terminal, hop là, voilà, et on fait un SSH route @192 168 21 155. Et nous voilà connectés. Alors on va suivre le petit guide installer Gen 2 facilement, sauf qu'on va juste avoir des petites choses un peu différentes. Donc, dans un premier temps, on va faire le partitionnement. GPT, puisqu'on est en UEFI, une partition de 100 mégas, de type EFI System, qu'on formatera en FAT32 après, une partition de 4 Go qui sera de type swap, puisque je mets une grosse partition de swap parce qu'on va être forcément amené à swapper beaucoup avec certaines choses à installer, notamment LLVM par exemple, ou WebKit GTK qui sont des gros consommateurs de mémoire. Et donc une troisième partition qui sera EXT4, où j'installerai la racine. Right, yes, kit. Donc là, maintenant, on va faire un petit mkfs.fat F32 dev SDA1. Donc ça, c'est pour l'UEFI. Ensuite, mk swap dev SDA2 pour la partition swap et mkfs.ext4 dev SDA3 pour créer la partition racine. Bien. On va monter dev SDA3 dans MNT Gen 2. On va créer le dossier EFI. Alors, je vais faire du copier-coller avec mon guide. Par contre, je vois qu'il manque des petits trucs. Donc, mount dev SDA1 là-dedans. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, ici dans le guide, on me dit que voilà, il faut que j'aille chercher le stage 3 de mon architecture. Donc ici, j'ai un lien. Hop, voilà. Stage 3. On ne va pas cliquer ici parce que ça va télécharger le stage 3. On va cliquer ici sur stage 3. Et on va aller dans le dossier parent. Et là, au lieu de récupérer donc le current stage 3 AMD64, on va prendre le current stage 3 AMD64 systemd. Voilà. Et on va prendre le systemd. Donc, je vais utiliser screen, voilà, pour récupérer, dans un premier temps, copier l'adresse du lien, le stage 3 AMD. Je crée un autre screen pour, en attendant, en parallèle, récupérer. Donc portage latest. Donc portage latest, ça se passe où? Ça se passe à la racine de distfiles gen2.org, snapshot, et on prend
portage la test. Copier l'adresse du lien. Et on wget ça. Donc, maintenant, je reviens dans mon stage 3 qui est décompressé. Enfin, qui est téléchargé. On va le dézipper avec tar x j minuscule parce qu'on est en bz2. P, on préserve les permissions. VF de stage 3. Voilà. Donc là, on décompresse le stage 3. USR ici est créé, donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil et commencer à décompresser notre portage la test de la même manière. Vu que le dossier USR, vous voyez ici, il est là, il existe. Donc tar X pour extraire, J minuscule parce que nous sommes en BZ2, VF, portage la test, et on met tiré grand C puisqu'on va lui dire que là, on va l'extraire dans MNT Gen2 USR. Voilà. Donc là, on va laisser portage s'extraire et notre stage 3 aussi. Alors, sachez que là, ça va être un petit peu plus lent que si j'étais sur une machine virtuelle comme d'habitude où je vous présente mes vidéos, puisque ici, j'utilise non pas le SSD, mais le HDD, parce que cette Gen2 GNOME, j'aimerais bien essayer de la garder longtemps et essayer de faire les mises à jour régulièrement pour voir un peu comment elle se comporte dans le temps. Donc cette Gen2 UEFI Système D GNOME. Donc, on a vu ETC. Voilà. Donc, ici, j'exit. Je vais voir vite fait si portage a fini. Ouais. Donc, je quitte ça. Et donc, je vais éditer mon fichier mec.conf. Dans le fichier mec.conf, donc je vais copier-coller exactement ce que j'ai dans mon fichier, enfin dans mon tuto. Sauf que ici, mec au PTS J, je vais mettre 5, puisque j'ai que 4 CPU. Les video cards, donc on va garder VESA et VMware. On va mettre input devices, voilà, on va les mettre aussi. Voilà. Et puis, Bindist, on va l'enlever. Je sais pas, on peut l'enlever après, bon, on verra. On verra si ça pose problème, je vais l'enlever. On fait un petit mirror select qui va bien. Hop, voilà, pour ajouter des miroirs. Donc, je vais ajouter... Non, pas free, puisque chez free, c'est toujours lent. OVH, je vais mettre... Netcolor, je crois qu'il va vite. Et puis Esslingen, il va très vite. Voilà, hop. Ok, ça devrait suffire. On crée les petites lignes qui vont bien. Repos.conf. Voilà, bon, ça. Ok, c'est pour mettre en service repos.conf. Donc ça, c'est un truc que j'aurais jamais compris, mais il faut le faire et ça marche. On copie le resolve.conf pour avoir de la résolution dans notre futur système Gen2. Hop, on fait le montage et on se prépare pour faire le chroot. Hop, donc là je fais du copier-coller, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez déjà vu mon tuto, eh bien c'est toujours la même chose, hein. On fait les points de montage, on chroot, on met à jour l'environnement et on change notre prompt. Donc ici, normalement, select profil list, on configure le profil. Donc ici, vu qu'on va être avec GNOME et systemd, eh bien on va se mettre en GNOME systemd. Donc ici, on a le profil systemd par défaut. Je vais me mettre directement avec cet environnement-là. Alors, toc, c'est GNOME /systemd. Voilà. Et si je reliste, donc comme ça, je suis prêt à utiliser desktop GNOME systemd. Donc là, on va pas faire la mise à jour du world. Ici, on édite les locales. On se met en français. Et on va pas aller plus loin. On va juste régénérer les locales. Et on va pas aller plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui va être keymaps, le
le fichier keymaps et compagnie. Ça, c'est pas utilisé avec systemd, c'est la commande localctl qui va nous permettre de modifier ça. Alors, select, c'est pas profil, c'est local list. Voilà, local 7.3. On définit le français. Et on remet ça. Voilà. Donc ici, local CTL, on le fera après l'installation, puisque ici, le livecd n'utilisant pas systemd, eh bien, il nous dit que le système n'a pas été démarré avec systemd, donc il ne peut pas faire ces opérations. Donc ça, c'est pas très grave. On le fera au reboot. On définit notre fuseau horaire, Europe-Paris. Yeah. Voilà. On va paramétrer notre fichier fstab. Donc, nano etc fstab. Donc ici, on a dev sda1 qui est dans boot EFI en vfat default, c'est très bien, 0,0. Ensuite, on a dev sda2 qui n'a pas de point de montage puisque c'est du swap avec les options SW qu'on ne vérifie pas, et dev sda3 qui est notre racine en ext4 default, c'est très bien, 0,1. Hop, voilà, traditionnel. Ensuite, on arrive à la partie configuration du noyau. Donc, comme d'habitude, moi, je suis un grand fan de la config du noyau sans initram ni genkernel. Donc, emerge gen2source. Et puis, je vais installer screen également, puisqu'il est installé, dans le livecd, mais il n'est pas installé, enfin il n'est pas disponible une fois que le stage 3 est téléchargé. Ici. Donc j'installe screen, voilà. Il m'installe les gen2source. Donc ce que je fais, je mets la vidéo en pause, le temps que tout ça se télécharge, et je reviens dès que c'est terminé. Enfin, dès que c'est téléchargé pour vous montrer la compile du noyau. Voilà, donc le téléchargement de screen est terminé et le téléchargement du noyau l'est aussi. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir, on va faire un petit truc assez simple. Plutôt que de se taper la config du noyau pour laquelle vous avez déjà vu 150 000 fois cette config, où je l'ai présentée dans plusieurs vidéos sur Gen2, à chaque fois que je fais des petits tests dans les machines virtuelles, je récupère le fichier de config. Donc ici, on va pas se casser la tête, hein. On va aller dans USR SRC Linux, voilà, et on va faire un petit SCP de Adrien @192.168.21.100 media data config kernel, je sais plus comment il s'appelle, et on va l'appeler .config. Yes. Et voilà. Et comme ça, j'ai récupéré mon fichier de config. Et maintenant, si je fais un mec menu config, voilà. Je vais réutiliser donc mon fichier de config qui va bien, vous allez voir. Voilà, si je vais dans le General Setup, vous voyez, j'ai mon fichier qui est tout prêt avec mon Adrien. Ici, voilà, donc pareil, hein, processeur type and features, voilà, donc là-dedans, j'ai viré, alors j'ai viré la partie qu'on ne sait plus, hop. Donc voilà, pour le EFI, hein, ici on active EFI Runtime, EFI Stub, bien sûr. Vous avez l'habitude aussi, voilà, dans Power Management, Suspend to RAM, Hibernation, tout ça, j'ai viré. Dans Device Driver, Network Device Support, Ethernet Driver Support, voilà, j'ai tout enlevé, sauf Intel Devices, voilà, donc vous connaissez la chanson. Il y a juste un petit truc à faire en plus, dans la partie Gen2 Linux, puis Support for Init Systems, ici, on coche systemd. Voilà, donc on save la config et on s'en va.
Je fais la config du noyau, make-j5. Je fais la config du noyau ici. Voilà. La compile plutôt du noyau ici. Voilà. Dans un autre screen. Comme ça, je peux faire d'autres choses en attendant. Screen-s. Émerge. Voilà. Je vais installer htop. Comme ça, je l'aurai et il sera prêt. Voilà. Et le temps que tout ça se compile et se bidouille, on va continuer donc notre config avec le fichier etc host. Voilà. Donc 127.0.1 localhost gen2. Moi je vais l'appeler gen2 gnome. gen2 gnome.linuxtrix.lan. Voilà. Donc, pour la configuration du réseau, puisqu'il y a une partie configuration du réseau, donc ce qu'on va faire, on va aussi utiliser DHCP-CD, sauf que DHCP-CD, eh bien, on va pas s'amuser à éditer le fichier etc conf.d net, blablabla, on va utiliser systemd. Hein, pour lancer DHCP-CD au démarrage. De la même manière, ici, on a, hop, donc je vais juste éditer le fichier de config etc ssh sshd config également, puisque je vais vouloir me connecter en route. Donc je le mets yes, hein, c'est une machine virtuelle, on peut se permettre. Et donc, eh bien, pour activer SSH au boot, eh bien, vu que c'est systemd, systemctl enable sshd. Voilà. Et ça crée les liens symboliques. Donc ici, je vais émerger aussi DHCP-CD, qui est donc le client DHCP que j'installais dans mon tuto, hein, Gen2. Donc là, je réutilise exactement le même. Voilà. Et on activera de la même manière avec systemctl. Je vais quand même définir un mot de passe à mon utilisateur root, parce que ça c'est le truc que j'oublie toujours à la fin. Voilà. Je vais créer mon utilisateur, Adrien, donc user-add-m-granger, je vais le mettre dans users. Will, si j'installe sudo après, audio, cd-rom, vidéo et portage. Avec le shell bin bash. Et mon utilisateur s'appelle Adrien. Voilà. Je mets un petit passe WD Adrien pour lui définir un mot de passe. Je mets celui d'habitude. Voilà. Et donc après, bon, c'est la config de Grub. Alors, je vais revenir ici. Voilà. Je ferai Grub tout à l'heure. Une fois que le noyau aura terminé. Donc ici, je reviens à DHCP-CD qui est installé. Et bien pour l'activer au démarrage, comment on fait? Eh bien, systemctl enable DHCP-CD. Et voilà. C'est la magie de systemd. Donc, je me casse d'ici. Screen-s grub. Voilà. Et je fais un petit émerge grub. Donc j'émerge grub. Bon, le noyau se compile derrière encore. Hein. C'est pas très grave. Donc ici, grub, on vérifie juste bien quand on est en EFI hein, que le use EFI64, il existe bien. S'il n'existe pas, on rajoute dans mec.conf hein, ce truc, donc cette valeur, grub underscore platform et PC EFI64. Hein. Mais là, c'est défini par défaut et on voit qu'il nous installe automatiquement les logiciels EFI qui vont bien. Donc je reviens à mon noyau, kernel, est-ce qu'il a fini de compiler? Pas encore tout à fait. Donc on va le laisser terminer ce compiler. Une fois qu'il aura fini de compiler notre noyau, eh ben ça va pas être sorcier, hein. Make module install et make install. Voilà, ça va pas aller plus loin que ça.
Donc là, ce que je vais faire, je vais juste recouper la vidéo pour vous éviter d'attendre, même si normalement le noyau n'est pas très gros, hein, puisque je l'ai optimisé pour n'avoir que le strict minimum pour que ça fonctionne dans une machine virtuelle VMware. Donc ça devrait pas être très long, mais par mesure de précaution, je coupe l'enregistrement. Voilà, donc 20h55, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, voir à quelle heure j'ai commencé la compile, et vous verrez à quelle heure, enfin combien de temps ça aura mis, sachant que j'aurai installé HTOP, DHCP-CD, et que Grub s'émerge en même temps derrière pendant la compile de ce noyau. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc la compile du noyau est presque terminée. Donc je reviens dans mon tuto là où j'en étais. Et donc maintenant que tout est compilé, ainsi que les modules, on fait un petit make module underscore install. Voilà. Et on fait un petit make install. Et voilà. Donc là maintenant, tout est installé. Maintenant, je quitte ça. Je reviens à mon screen Grub. Voilà. Donc Grub, lui, il est toujours en train de se compiler. Donc ce que je fais, de la même manière, je remets en pause la vidéo. Et je reviens une fois que Grub est quant à lui installé. Donc, à tout de suite. Voilà, donc cette fois-ci, Grub est installé. Enfin, est installé. Oui, il est installé. Maintenant, il faut le paramétrer. Donc, je quitte juste le screen. Donc ici, on fait un petit grub-install. Sauf qu'on est en UEFI, donc --target égale x86 64-EFI. Pour lui dire où est-ce qu'on est. Et --EFI directory. Et on lui dit que la racine de la partition EFI, elle est montée dans boot EFI. Et là, patatras. On a une erreur ici, read only file system. Donc en fait, si on fait un petit mount pipe grep EFI vars, ici on voit que le système de fichiers, il est monté en lecture seule, RO. Donc on va le remonter, remount en RW. Voilà. Et donc cette fois-ci, on est en read write RW. Et cette fois-ci, on réinstalle. Nickel. Donc là maintenant, notre grub, il est installé. Maintenant, il nous reste quand même à faire un petit grub-mkconfig -o. Donc ça, hein, faut pas l'oublier. Boot grub.cfg. Voilà, hein, pour générer notre fichier de config de grub. Et puis, ben maintenant, on n'est pas trop mal. Donc, on va quitter le chroot. Voilà, on umount, donc on démonte de manière récursive mnt gen2. Voilà. Swap off, on va même faire ça. Swap off-a, on va supprimer le swap. Et cette fois-ci, on reboot. Et donc en redémarrant, on va voir que notre système va se redémarrer. Voilà. Et magie, notre système redémarre. Donc si on voit, voilà, vous voyez, on est en QWERTY ici. Donc on va se reconnecter. Ah oui, alors par contre, SSH qui gêne. Effectivement, on a déjà, donc ce message, c'est juste qu'en fait, on a la même IP, mais vu qu'on n'est plus sur le live CD, on a une nouvelle paire de clés, hein, donc forcément, il faut qu'on supprime l'identification qu'on connaît sur notre machine. Hop, voilà, ça va mieux comme ça. Et donc bon, ici on est bien en AZERTY. On fait le petit local CTL tout seul. On voit bien qu'on est uniquement en français dans le système local, mais le vconsole keymap et le X11,
On est en rien du tout, donc forcément en AZERTY. Donc on fait un petit set qui map fr et un set x11 qui map fr. Et cette fois-ci avec le local CTL. Yeah! On est tout en français. Pour définir le nom d'hôte, c'est hostname CTL. Alors je sais plus comment il s'utilise le truc. Permettez-moi, hein, mais set hostname, j'utilise pas souvent. Donc gen2 gnome, voilà. Et donc cette fois-ci, si je me déconnecte et que je me reconnecte via SSH, voilà, j'ai mon nom d'hôte qui est défini avec systemd. Et donc là on voit que, wow, on a notre gen2 systemd qui nous prend la modique somme de 51 mégas au boot. Alors on peut faire encore plus léger j'imagine, hein, mais on va pas plus loin puisque c'est pas le but de la vidéo. Donc screen-s émerge, voilà. On va installer gentoolkit, portage utils, donc htop on l'a déjà fait, EX aussi, et nmon parce que j'aime bien ces outils. Donc je vais installer ces outils là. Il n'y en a pas pour très longtemps, on va vérifier que ça fonctionne bien. Ok, donc portage utils était déjà installé, yes. Donc là, on va laisser tout ça s'installer. Je coupe la vidéo pour vous éviter d'attendre ce temps-là. Et je reviens juste après. Voilà, donc maintenant que c'est installé, on fait un petit EX5 pour synchroniser la base de données. Enfin, synchroniser en fait, faire le emerge-5 et avoir la base de données de EX créée. Donc ça c'est un petit peu long, donc hop, on envoie ça derrière. Et je me crée un nouveau screen pour faire la mise à jour. Et oui, on va enfin faire la mise à jour de notre système. Au moins pour remettre d'équerre avec le profil systemd qu'on a. Hein, puisqu'on a choisi non pas le systemd tout seul, mais systemd gnome. Donc on fait un petit emerge-avqudn@world, voilà. Donc la commande magique hein, pour refaire la mise à jour. Et donc on va voir que la mise à jour, eh ben, on va espérer qu'elle se passe sans problème. Ou commencer déjà à tripoter quelques fichiers de config si on en a besoin. Donc là, il va nous calculer les dépendances. Et il va nous sortir la magnifique liste de paquets à mettre à jour. Voilà. Et donc on voit qu'on n'a aucun conflit. Donc on a tout ça à mettre à jour. J'aurais peut-être même pas dû mettre le Q d'ailleurs. No. AVUDN. Histoire qui nous donne juste ici le nombre de paquets à installer. Pour que vous puissiez voir grosso modo combien il y en a. Donc ici voilà, il y a GTK. Donc il y a des gros bébés. GTK plus ici. On a CUPS. Alors on a Mesa. Donc là ça va être lourdingue. Bon, systemd se réinstalle avec PolicyKit, forcément, notre fameux PolKit. Donc là, on a beaucoup de choses qui s'installent. Beaucoup de choses et quelques déjà x11 libs, donc ça c'est assez sympa, puisqu'on aura déjà une bonne partie qui va s'installer. Alors par contre, là on a OpenLDAP qui s'installe. Alors, si on a OpenLDAP, ça veut dire qu'on a un paquet qui contient le mot LDAP qui s'installe déjà. Je sais pas lequel. Souvent, c'est Samba. Parce que là, on a CUPS qui s'installe aussi. Donc, CUPS est souvent appelé par Samba.
Je vais vérifier. Tac, tac, tac. Kubefilter. Donc là, c'est GTK plus qui est appelé par Kubes. Python est appelé avec Bluetooth. Donc, ce qu'on va faire, vu que j'ai pas besoin du Bluetooth, on va faire un petit truc. Et que il est fort probable que Samba s'installe après par la suite avec le support de... comment qui s'installe avec le support LDAP. On va juste faire un petit nano-w etc portage mec.conf. Voilà. Et ici, on va ajouter donc -LDAP. Comme ça, on sera tranquille. On va supprimer aussi donc Bluetooth. On va supprimer le support du Wi-Fi. Et je crois que Network Manager plus tard qui s'installera. Il y a un support, voilà, Wext. Wext query U Network Manager. Il me semble que Wext c'est en rapport avec le Wi-Fi. Enable support déprécaté wet. Voilà. Donc on va virer de manière globale aussi Wext. Ça on sera tranquille. Moins Wext. Voilà. Et donc là, je vais juste me casser du screen. Hop, je reviens dans le screen de Emerge, puisque lui il a déjà fini, voilà, emerge-avudn@world, voilà, et on refait notre mise à jour, cette fois-ci, en ayant désactivé le support LDAP, Bluetooth et Wi-Fi, de manière globale. Donc dans le mec.conf, je rajoute pas le use systemd, puisque vu qu'on est avec un profil systemd, forcément, on a le use flag systemd qui est défini. Voilà. Et là, on tombe à 228 paquets. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Là, la mise à jour débute. Voilà. Je vais juste vérifier que ça part bien. Et moi, je coupe la vidéo. Hein, je mets la vidéo en pause. Je reviens juste après. Pour vous, moi, je reviendrai peut-être sans doute demain. Ça m'étonnerait que ce soit fini dans la soirée avant que j'aille me coucher. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et voilà, donc l'installation est terminée. Hein, nous sommes déjà le lendemain matin. Hop, on va remettre ça comme ça. Voilà, ça sera mieux. Alors, à quelle heure ça s'est terminé? Bah, on n'en sait pas trop grand-chose. Hein. On peut juste faire un petit EX, ça, éventuellement. Et on voit que ça s'est installé à 1h26. Donc, grosso modo, ça s'est terminé à 1h26 du matin. Maintenant que la première mise à jour est terminée, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va installer quoi? On va installer Xorg. Donc emerge-av Xorg drivers. Hein, ce qu'on va faire aussi, on va installer TWM pour tester le bon fonctionnement de Xorg et Xterm. Voilà, Xorg drivers, TWM, Xterm et puis bah, Xorg serveur, même si normalement il est installé par dépendance. Et donc là, peut-être nous aurons les premiers messages d'erreur, peut-être, peut-être pas. Eh oui! Alors hop, je vais mettre un petit no ici. Donc il faut qu'on change quoi? Il faut qu'on change deux choses. Voilà, il faut juste qu'on ajoute le support à libdrm de libkms et à mesa de xa. Tout ça, c'est à cause de VMware. Donc, on va éditer le petit fichier. J'étais dans un screen. Alors, nanow, etc, portage, package.use, custom. Hop, on va l'appeler custom de la même manière que sur Calculate. Hop là. Voilà. Donc je vais mettre ça de manière définitive. Tac, 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 tac. En ne spécifiant pas les versions. KKKK. Et je me mets le petit commentaire vidéo VMware. Voilà. Hein, j'aime bien mettre des commentaires pour savoir pourquoi j'ai décommenté ça. Donc je vérifie que c'est bon. Ok. Et maintenant, si je réémerge Xorg Drivers
TWM, Xterm et Xorg Server, normalement, j'ai plus de message d'erreur. Bon, là, c'est la partie la plus facile. Après, la partie GNOME, ça risque d'être plus compliqué. J'en sais rien, je l'ai jamais fait. Donc, c'est ma première fois. Donc là, il y a 28 paquets à installer. J'espère juste que l'installation sera terminée avant 8 heures que je parte au boulot, de manière à lancer la grande émergence avec GNOME et que bah, ça se fasse le temps que je suis au boulot pour reprendre la vidéo ce soir. Donc je vous dis à tout de suite pour vous une fois que l'ensemble est émergé. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva, hein, bien sûr. Quand il n'y a pas assez de mémoire sur la machine, hein, eh bien tout crash, hein, évidemment. Donc là, je recommence mon Xorg serveur, Xorg drivers, TWM et puis Xterm, voilà, hein, 4 Go de RAM à la machine virtuelle, plus, hein, donc voilà, c'est 4 Go de RAM, plus Chromium à côté pour regarder les actus, eh bien ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Et du coup, ça fait planter complètement l'ordinateur, hein, puisque j'ai pas assez de mémoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, Chromium me prend 4 Go de RAM. Donc c'est reparti et on refait l'installation. Donc je remets la vidéo en pause, donc voilà, que vous soyez pas surpris si jamais il n'y a pas le même nombre à la fin de paquets qui est en train d'être émergé. Voilà, donc je remets la vidéo en pause et je reviens dès que c'est terminé d'émerger, en espérant que la machine ne plante pas. Voilà, donc cette fois-ci, en coupant toutes les applications, ça le fait un peu mieux, à l'exception de Chromium. Voilà, donc cette fois-ci, X est installé et complet. Maintenant, on va juste revenir dans notre machine virtuelle. Voilà, hop, on va faire un petit clear pour nettoyer tout ça. Et donc, on lance un petit StartX et on voit si notre Xorg se lance. Yes! Notre Xorg se lance, donc ça veut dire que la pile X fonctionne parfaitement bien. Donc maintenant, on va juste je vais dire se prendre la tête. Non, peut-être pas, je sais pas, on verra bien. En installant GNOME, donc emerge-av GDM GNOME Shell. Et donc c'est là qu'il va falloir, à mon avis, s'apprêter à résoudre quelques problèmes. Quelques use, sans doute, ou quelques petites bricoles. Donc on va voir ce qu'il va falloir faire. Donc là, le temps qu'il nous calcule les dépendances. Et il va nous dire que... Il va nous dire que quoi? Est-ce que j'enregistre bien la vidéo? Oui. Tata, calculer dépendances. Et... ok. Donc là, il y a deux petits use à changer. Dans GNOME Control Center, on ajoute le support de Network Manager. Ouais. Ok, parce qu'effectivement, pour le moment, on n'utilise pas Network Manager. Et pour Samba, eh bien, il faut ajouter client. Et oui, pour que on ait un client Samba qui est sans doute appelé par GVFS. Voilà, à mon avis, on a GVFS là derrière qui demande Samba. Bah, en fait, c'est facile, c'est écrit ici. Zenify, yep, notification daemon GNOME. Ici, on a le Evolution Data Server qui demande GNOME Online Account. Ok, CUPS ici. Donc, on va régler le problème. Nano-w etc portage package.use custom. Hop, voilà. Et ici, on met GNOME. Hop, boum. Ensuite, on supprime ces lignes-là. Tac, j'enlève les versions pour que mon choix soit de manière définitive. Tac, voilà, j'enregistre, je relance. Je suis dans un screen là? Ouais. J'avais recréé mon screen. Hop. Donc ici, on relance l'installation de GDM et de GNOME Shell. Donc vous avez vu, hein, c'est GNOME Shell 3.24 qui s'installe. Hein. Gentoo est très conservatrice, même pour l'environnement de bureau GNOME. Il serait temps qu'il passe à GNOME 3.30 quand même, sachant que GNOME 3.30 a fait beaucoup d'efforts au niveau de la mémoire. Voilà, donc on a GNOME 3.24, GDM 3.24, et là on est parti à l'installation, 233 paquets.
Donc yes, je commence l'installation à 7h20. Alors sachez que voilà, il y a GVFS ici qui demande sans doute... ah non, c'est même pas GVFS qui demande Samba. On pourra ajuster ça hein, si on veut ajouter du support après par la suite. Mais on va avoir des gros logiciels à recompiler, je pense. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a de beau. Mais à mon avis... comme service, j'ai conf. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui nous installe. Hein. J'ai streamer, donc on a du codec. Test. Ok, cryptographie. Donc on a des trucs vraiment de cryptographie. Je pense qu'on va avoir aussi, voilà, LVM2. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Sachant qu'on n'est pas en LVM, donc il y a sans doute un logiciel qui m'appelle LVM2. Ah, c'est peut-être GNOME Disk machin. Je pense que dans la liste, on va avoir aussi à compiler, comment il s'appelle WebKit GTK, donc lui c'est un monstre à compiler, donc ça va être lent. Voilà, donc tout ça c'est ce qui s'installe. Boost à mon avis, ça va pas être rapide non plus. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins on peut lancer ça le temps que je suis au boulot et je vais revenir et normalement, soit ça aura marché, soit j'aurai une erreur. J'espère juste que ça va marcher. Tiens, je vois qu'il m'installe Ruby aussi là. Ruby, d'accord. Donc carrément le langage Ruby. Ça va être violent. Donc LVM2, je sais pas pourquoi il m'installe LVM2. Donc voilà un peu tout ce qui nous installe avec GNOME. Voilà, donc ça se trouve, vous avez peut-être vu pourquoi il m'installe LVM2. Moi je l'ai pas vu ici. Hop, donc bon, il y a tous les codecs ici. GST plugin good, Opus, bad. On a les bad. Bon, on a Network Manager avec PPP. Bon, ça on aurait pu enlever hein, parce qu'on n'en a pas besoin de modem manager, mais c'est pas grave. Voilà, tiens, voilà le WebKit GTK là qui va être super long à compiler. Moteur, gestionnaire de fenêtres de GNOME. Donc là, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Donc on va laisser tout ça s'installer, hein, ça commence déjà. Et moi je vous donne rendez-vous une fois que l'installation est terminée. Donc c'est-à-dire dans tous les cas je vous donne rendez-vous ce soir en revenant du boulot. Puisque soit ça aura marché et on finira, soit ça n'aura pas marché et on verra pourquoi. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et moi c'est dans quelques heures, dans quelques bonnes heures. Allez, à tout de suite. Voilà, donc cette fois-ci, tout s'est bien téléchargé et bien installé. Donc ici, on a juste effectivement plus que 28, hein, puisqu'en fait, j'ai eu à nouveau un petit souci avec WebKit GTK. Hein, il était trop gourmand en mémoire. Hein, je me suis connecté rapidement depuis le boulot sur la machine virtuelle là à la maison. Et donc, je voyais que ça swappait à fond. Donc, j'ai réduit un petit peu dans le fichier donc nano... ETC portage package package rien du tout make.conf, voilà, j'ai mis au lieu de J5 j'ai redescendu à J4, ce qui me permet du coup de ne pas d'avoir moins de processus qui se lancent, donc moins de mémoire mangée, voilà, puisque vous voyez ici, donc ça j'avais pas accès à cette console, mais voilà, il se passe des trucs bizarres quand on manque un peu de mémoire. Donc maintenant je vous confirme juste hein, que c'est bien installé avec un petit EX GDM. Voilà. Donc il a été installé à 14h18. Hein, c'était terminé d'être installé à 14h18. Et GNOME Shell, lui, il a fini à s'installer à 14h17. Donc juste avant. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit système CTL get default pour voir dans quel... voilà. Donc par défaut, on est dans graphical target. Donc on va faire un petit système CTL start GDM, voilà, et on va voir ce que ça donne. Ce qui serait bien, c'est que ça marche quand même. Ouh, on a un GDM avec le petit logo Gentoo.
Attention, on met le mot de passe qui va bien. Alors ici, on a normalement qu'une seule session. Voilà, donc on va mettre ça en Gnome. On n'a pas Gnome sur Xorg et Gnome sur Wayland. Puisque ici, Gnome est installé sans le use flag Wayland. Et voilà, donc on a notre Gnome, il marche. Donc voilà, Gnome Shell, GDM ici, vous voyez, le use flag Wayland, il n'est pas activé. Donc on pourrait l'activer de manière globale. Ici, GDM sans Wayland. Et ici, alors c'est peut-être pas Gnome Shell, c'est peut-être Gnome Session qui est avec Wayland. Non, même pas. Mais on pourrait activer le use flag Wayland pour avoir le support Wayland. Ici, c'est juste Xorg. Et donc, on voit que le Gnome ici, eh ben, il est là et il est installé et il est fonctionnel. Voilà. Et donc, ce Gnome 3 points, détail. Voilà, c'est un vieux Gnome, hein, 3.24. Eh ben, on voit que sous Gentoo, il consomme 545 mégas. Voilà, donc hop, je vais le laisser lancer. Donc ici, je refais un petit hashtop. Voilà, donc ça, c'est le hashtop de Gnome. Hop, voilà, donc on voit que Gnome Shell prend 4,2%. On a Xorg qui prend un peu. Voilà, évolution. Hop là, pardon, évolution. Voilà, puis tout le bazar de Gnome qui fonctionne derrière. Donc après, systemctl enable GDM hein, pour le démarrer automatiquement au démarrage. Et puis, emerge-a gnome terminal. Après, on peut lancer toutes les applications dont on a besoin. Donc ici, si je lance, voilà, si je cherche à installer gnome terminal, eh bien, il va aller me chercher le terminal de gnome et il va me l'installer. Donc je vous montre juste qu'avec le systemctl enable GDM, eh bien, quand je vais redémarrer la Gentoo, ça fonctionne toujours aussi bien et j'ai toujours Gnome qui s'affiche. Donc là, je vais juste attendre qu'il finisse le émerge. En tout cas, la simulation. Voilà, donc Gnome Terminal, il y a tout ça qui va s'installer. Et donc quelques applications, Nautilus notamment, Evans. Donc là, je vais pas l'installer. Donc no. Je ferai ça en dehors de la vidéo hein, pour compléter la Logitech. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que Gnome fonctionne parfaitement bien sous Gentoo. Alors, je vais essayer de me renseigner pour avoir un Gnome éventuellement 3.30, savoir comment on peut mettre à jour vers un Gnome plus récent et donc forcément moins consommateur de mémoire. Mais en tout cas, ce Gnome 3.24, c'est celui qui est fourni dans la Red Hat 7. Donc finalement, c'est un Gnome qui est, on va dire, jugé stable apparemment, puisque c'est celui qui est utilisé dans la Red Hat. Et voilà. Et donc ici, si je me connecte à nouveau, eh bien on voit que, hop là, voilà, mon Gnome, il marche toujours aussi bien. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de maintenir cette distribution le plus longtemps possible dans le temps pour essayer de voir comment se passent les mises à jour au fur et à mesure. Voilà, comment ça se passe et essayer de refaire un petit truc quoi, comme j'avais fait sur Gentoo Maté, bilan au bout de 36 mois je crois d'utilisation, et là faire le même bilan mais avec la version Gnome, ce serait sympa quand même. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, de l'installation de Gentoo plus Gnome plus Gentoo plus UEFI plus systemd plus Gnome. En tout cas c'était un défi assez sympathique à relever. Et je pensais pas que ça allait marcher du premier coup. Mais voilà, c'était quand même assez sympa. J'espère que ça vous a plu. Mettez votre petit commentaire dans la vidéo. Hein, j'adore. Et on y répondra. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.